Et c'est l'heure, Philippe, de l'info-média du jour. Elle n'est pas ronde, elle n'est pas pulpeuse, elle n'est pas voluptueuse, mais elle est grosse. C'est pas moi, c'est elle qui le dit. Daria Marx, 38 ans, raconte sa vie de grosse dans un documentaire intitulé Daria Marx, ma vie en gros, réalisé par Marie-Christine Gambard et qui sera diffusé ce soir à 22h40 dans le cadre du magazine Infrarouge, c'est sur France 2. Les traumatismes de l'enfance, les moqueries de camarades de classe ou d'inconnus dans la rue, la discrimination au travail, la difficulté à s'habiller, la sexualité, la maltraitance médicale. Il n'y a aucun sujet tabou dans ce film. Bonjour Daria Marx. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Les gens gros, on les voit rarement à la télé, donc j'imagine ça a dû être difficile de les faire parler. C'est d'ailleurs ma question. Est-ce que ce fut difficile de réaliser un documentaire sur ce sujet précis? Alors ça n'a pas été difficile parce que j'ai eu la chance de tomber sur des gens qui avaient envie de le faire, mais en tout cas ça a été une vraie chance de tomber sur des gens qui nous ont filmé de manière respectueuse, qui ont appris à déconstruire eux leur grossophobie parce qu'ils étaient grossophobes quand on s'est rencontrés, et puis on a travaillé à ce qu'ils ne le soient plus tout le long du tournage du documentaire, donc ça a été une vraie aventure aussi. Vous avez été grossophobe vous-même? Moi je pense que j'ai de la grossophobie intériorisée parce que j'ai grandi dans une société grossophobe, donc je me regarde pas forcément avec beaucoup de bienveillance tous les jours. Le terme de gros, c'est également assez rare de le voir employé autrement que de façon péjorative, mais vous l'assumez. Complètement, parce que en fait, j'en ai marre qu'on me dise que je suis ronde ou voluptueuse, ça veut rien dire. Pourquoi vous en avez marre? Parce qu'en fait, ça veut rien dire. Une fille qui fait du 42 et qui a des formes voluptueuses, oui, elle est voluptueuse. Moi, j'ai des formes voluptueuses et je suis grosse, donc il faut tout dire dans la vie. J'aime bien qu'on me décrive en entier. L'émission est filmée, vous pouvez nous voir, auditeurs, auditrices sur europe1.fr, mais pour qui ne vous voit pas, vous faites pas du 42? Non, je suis plutôt du 56. D'accord. Vous avez publié un petit livre en 2018 dans lequel vous racontiez ce que c'était d'être gros au quotidien. Gros n'est pas un gros mot, très joli titre. Pourquoi vous vouliez porter cette histoire à l'écran pour rendre ça visible? Le terme est choisi à dessein? Je pense que c'était d'abord une volonté de montrer aux personnes qui font la même taille que moi et qui ne se voient jamais à la télévision, jamais dans les médias, qu'on existe, qu'on est là, qu'il est possible d'avoir une vie remplie et heureuse quand on est gros et grosse, malgré tout ce qu'on veut nous faire croire partout. Pourquoi on ne les voit jamais dans les médias, les gros, les grosses? Parce que les médias ne veulent pas les filmer, selon vous, parce que eux ne veulent pas se laisser filmer? Alors, je pense que c'est une réelle volonté parce que les seuls moments... Volonté de qui? Des médias, pardon, parce que le seul moment où on voit les gros, c'est pour dire Marie-Josiane doit perdre 150 kilos, sinon elle ne pourra pas se marier, ou alors des gens qui font des chirurgies bariatriques. C'est les deux seuls moments où on montre des gros. On refuse de montrer des gros dans leur habitat normal et naturel, et c'est un peu ce qu'on voulait faire avec ce film. Oh, pardon, j'y pense à l'instant. Quel effet ça vous fait quand vous voyez ces pubs qu'on nous bassine depuis quelques mois, où on voit une grosse avant, après, pour des produits régime, pour des régimes minceurs, de toutes les marques sur toutes les chaînes? C'est double effet, ça m'énerve et puis aussi ça me rend très triste parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont désespérés par leur poids et qui vont y croire et qui vont perdre du poids puis qui vont en reprendre ou qui vont dépenser de l'argent pour des solutions qui ne fonctionnent pas, donc je trouve ça très déprimant en fin de compte. Parce qu'en plus ça marche pas, ces régimes. Non, bien sûr ça ne marche pas. Bon, voilà, pour tous ceux qui viennent de s'inscrire, je vous le dis, elle le dit, elle s'y connaît. C'est documenté par la science. Ça ne marche pas. C'est souvent, dans le documentaire, vous dites, on ne naît pas gros, on le devient. Et c'est souvent dans l'enfance que tous jouent. Votre maman, Christine, vous l'interrogez dans le film, elle était anorexique, elle. Et elle a vécu avec l'angoisse d'avoir un enfant gros. C'est Freud qui dit, le désir, c'est ce qu'on n'a pas, donc elle veut justement pas ça. Elle voulait pas que vous en souffriez, donc elle a tout fait pour que vous ne preniez pas de poids. Extrait. Qu'est-ce que tu me faisais chier à cette époque-là? Et vraiment quoi. Parce que je disais à Dany de préparer des menus, machin. Parce qu'il y avait là, au-dessus là, de ce qu'on voit, au-dessus là, il y avait un cahier. Et dans ce cahier, il y avait les menus que tu inscrivais pour Dany avec les quantités de ce que j'avais le droit de manger. Avec si j'avais un anniversaire ou un truc, il y avait attention, elle doit pas manger de bonbons, de machin, de trucs. Et c'est aussi à cette époque-là que j'ai commencé à te piquer des sous dans ton porte-monnaie pour aller m'acheter des bons becs en scred et que j'ai commencé à manger en cachette quoi. Donc, dis donc. On va dire que ça va maintenant. Maintenant ça va très bien. Un bisou. On est dans la bonne ambiance quand on voit ce passage, mais en même temps c'est un passage très fort et presque douloureux parce que votre maman réalise qu'elle vous a transmis, sans le vouloir, ces troubles du comportement. En quoi c'était important pour vous de recueillir sa parole à elle et est-ce que ça a été facile? C'était capital, ça a été facile parce que j'ai la chance qu'elle me fasse confiance, mais je pense que ça a été quand même très émouvant pour nous de reparler de ces choses-là, même si c'est un dialogue qu'on a eu de longues années. On n'a pas de tabou entre nous, on en parle très facilement, mais c'est évidemment un sujet qui est très sensible et c'est très important parce que
je pense que les parents d'enfants gros ne veulent pas être responsables du fait que leur enfant soit gros, alors qu'en fait, soyez honnête avec vous-même, c'est pas votre enfant qui fait les courses, c'est pas votre enfant qui se nourrit. Donc si votre enfant est gros, c'est que soit il y a un petit problème dans votre famille, peut-être un problème psychologique de l'enfant, peut-être que vous-même vous avez des troubles du comportement alimentaire. Posez-vous les bonnes questions, tout simplement. Et si j'ai fait témoigner ma mère, c'est pour interroger les parents d'enfants gros aujourd'hui qui se posent les bonnes questions. Dans le documentaire, on voit qu'une bande de copines, il y a Eva, Anouche, Cristal, Sophia. Est-ce que pour chacun et chacune, le parcours démarre par un événement traumatique dans l'enfance ? Pas pour toutes, mais en tout cas, il y a souvent des situations compliquées dans l'enfance. Traumatique, c'est un grand mot. Mais oui, souvent, il y a des situations compliquées dans l'enfance. Il y a des rapports aux parents qui sont compliqués. Il y a du harcèlement à l'école. Il y a de l'inceste. Il y a des choses graves, oui. Quel rapport entre l'inceste et le fait d'être gros ? Alors, pour moi, il est très clair. Après, il n'est pas documenté scientifiquement, mais pour fréquenter pas mal de grosses, j'ai l'impression que beaucoup de personnes grosses ont connu des abus dans l'enfance sexuelle ou de la violence dans leur enfance. Oui. Et donc, c'est une manière de se protéger ou c'est une manière de tout laisser filer parce qu'on n'a plus l'impression d'être intacte, d'être détruite ou détruit ? Je sais pas, je peux faire de généralité, mais ce que dit par exemple Eva dans le documentaire, c'est que ça a été une manière de construire une armure de gras autour de son corps pour se protéger en fait. Vous parliez des moqueries à l'école, vous racontez vous-même les séances de sport. Moi j'avais un prof de PS au collège quand on faisait de l'endurance, donc on courait autour d'un stade et elle disait bon allez tout le monde fait 4 tours pour se chauffer, donc on fait 4 tours. Donc moi je courais plus lentement que les autres mais je faisais quand même mes 4 tours. Et donc j'arrive à la fin, elle me dit alors maintenant devant toute la classe, Daria, tu vas nous faire 2 tours de plus parce que t'en as bien besoin. Hein. Et je faisais 2 tours toute seule, donc dans une espèce de silence horrible, avec toute la classe qui me regardait, moi la grosse, faire mes 2 tours supplémentaires. Et c'était horrible, mais vraiment horrible quoi. Ça paraît complètement dingue. Vous avez quel âge ? C'était au collège, donc j'avais 12 ou 13 ans. Oui, mais c'était dans quelles années ? Parce qu'on n'est pas dans les années 50. On a l'impression que c'est une pratique d'un autre temps, comme le bonnet d'âne, cette humiliation publique. 1992, 1993. C'est incroyable. Dans un collège parisien. Très chic et comme il faut. Absolument. Voilà. Et c'était quand même l'humiliation publique. En même temps, vous dites que ce poids vous a sauvé la vie. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je pense que c'est pas un hasard si je suis grosse. Je pense que j'ai vécu des situations dans ma famille très graves et traumatiques quand j'étais petite. Et que si j'avais pas su gérer mes émotions, et moi je les ai gérées avec de la nourriture, je sais pas du tout comment j'aurais géré ces émotions très intenses. Et il est possible que je me sois mutilée ou que je me sois fait du mal au lieu de manger. Ça a été une solution comme une autre qui m'a permis de rester en vie. Quand vous dites très grave, traumatique, c'est un euphémisme ou c'est vraiment très grave et traumatique ? J'ai vécu de l'inceste par mon grand-père par exemple, donc c'est pas n'importe quoi. Ah oui. Oui. Pardon, je m'attendais pas à cette révélation. Je pas du tout. Je fais pas de tabou autour de ça. Pour moi, en parler, c'est nécessaire. Donc oui, je pense que ça a beaucoup joué dans la construction de mon obésité, avec la conjoncture de mon père qui était très gros et de ma mère qui était anorexique. Si vous voulez tout savoir, Philippe. Merci. Vous restez avec nous, Doria Marx. Il faut qu'on s'en remette de ces informations. Vous parliez des moqueries au collège, mais évidemment, ça ne s'arrête pas à la cour de récré et ça se subit au quotidien dans la rue de la part d'inconnus. Une de vos amies le dit très bien, quand vous sortez dans la rue, vous êtes une cible mouvante pour les autres. Une fois avec Eva, on passe dans la rue, il y avait 3 petites vieilles assises dans la rue. Les personnes âgées, à un moment, elles n'ont plus de filtre. Et donc on les entend dire « Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont grosses !» À ton avis, elles pèsent combien ? Elle parlait d'Eva et moi j'étais juste derrière. Et j'entends, elle fait « Ah bah, ça doit être de famille parce que l'autre elle est grosse aussi, hein !» Ça me fait penser à l'anecdote quand on était toutes les 3 et qu'on attendait le VTC. Il faut que tu racontes ça, c'est magique. On était toutes les 3 et on attendait et il y a une voiture qui passe, qui s'arrête à notre niveau. Il baisse la vitre et il nous crie BBW. BBW, c'est la catégorie de porn pour les personnes grosses. Big and Beautiful Women. Ça vous fait rigoler. Combien de temps vous a-t-il fallu pour réussir à en rire ? En fait, c'est les meilleurs qui nous font rigoler. Hein. C'est comme les blagues, on garde que les meilleurs. Le problème, c'est que c'est des micro-agressions. En fait, c'est toute la journée. Moi, il n'y a pas une journée où je me prenne. En plus, je me promène à scooter, donc il n'y a pas une journée où je me fasse pas traiter de grosse vache par un automobiliste ou quelque chose comme ça. Donc c'est tout le temps. Donc on rigole des meilleurs, mais ça reste compliqué. Même si moi, comme je suis grosse depuis 30 ans, j'ai appris à ce que ça me passe un peu dessus. Et on l'a entendu. Vous parliez de BBW. Il
n'y a pas de tabou dans ce film, je le disais au début, vous abordez même sans détour le thème de la sexualité, vous assumez votre corps, vous n'avez pas de complexe au lit, mais ce sont plutôt vos partenaires, que ce soit le vôtre ou celle de ceux de vos amis, qui n'assument pas tellement. Le nombre de mecs mariés avec qui je suis sortie, avec qui j'ai couché, qui étaient mariés avec des meufs hyper normées, hyper minces, hyper machin, et qui me disaient mais avec elle, mais j'arrive pas à bander, je la désire pas du tout, machin. Mais en fait, les mecs assumaient tellement pas leur désir d'être au bras d'une femme grosse socialement, qu'ils se mariaient avec une meuf toute mince et qui trompaient la pauvre toute sa vie avec des meufs grosses, quoi. Et c'était pas juste ni pour la meuf mince, ni pour les meufs grosses. Il y a cette phrase très triviale, mais qui illustre bien le propos, c'est qu'une grosse, c'est comme une charentaise, quoi. T'es bien dedans, mais tu sors pas avec. Ah oui, je pense qu'en plus, la meuf du mec aurait dit ce truc. Mais tu me trompes avec ça. Eh oui. Au moins c'est clair, ça vous fait sourire là encore. Oui. C'est vrai que même pour les médecins, parfois il est difficile d'imaginer que vous ayez une sexualité. Complètement, on a beaucoup de témoignages et de gens dans mon association qui se font refuser par exemple la pilule du lendemain à la pharmacie parce qu'on leur dit « Mais enfin vous n'avez pas de sexualité, qu'est-ce que vous racontez comme c'est bizarre ?» Ou alors qu'ils doivent supplier pour avoir une contraception chez leur médecin. On a du mal à imaginer que les personnes grosses ou très grosses puissent avoir une vie sexuelle alors que pourtant c'est même prouvé dans les statistiques, on a des vies sexuelles très sympas et on se marie comme les autres si on veut parler de mariage, enfin tout va bien de ce côté-là. Comment ça se passe également au niveau du travail ? Pour le travail, le problème c'est que les employeurs ont les mêmes biais grossophobes que le reste de la société, donc ils ont en tête tous les clichés quand ils nous reçoivent en entretien. Ils s'imaginent qu'on va être plus fragile physiquement ou peut-être ça plus... c'est pas vrai ? Bah non. Enfin, me demandez pas. Enfin, mon métier à moi, c'est pas de courir le marathon, par exemple. Hein. C'est principalement d'être devant un écran et taper sur un clavier. Et mon obésité galopante ne m'en empêche en rien. Et l'obésité, c'est quand même pas une caractéristique comme les autres. Je me suis appuyé sur Le Monde, un papier de 2016. Le Monde écrit: l'importance de l'obésité reste préoccupante en termes de santé publique. L'excès de masse graisseuse a en effet pour conséquence une augmentation de nombreuses pathologies, maladies cardiovasculaires, diabète, problèmes articulaires, troubles respiratoires, dépression ou cancer de plusieurs types, notamment du foie, de l'utérus ou du sein après la ménopause. Et on peut comprendre que ça puisse rebuter, quand bien même ce serait illégal, des employeurs. Alors, moi je comprends pas, mais ceci dit, si vous voulez me faire dire que l'obésité est un problème médical, c'est effectivement un facteur de risque pour plein de choses. Néanmoins, même les gens qui ont des facteurs de risque doivent être traités avec dignité et comme des citoyens pas de seconde zone, comme les autres. Donc non, moi je peux pas comprendre. Il n'y a presque que des femmes dans ce documentaire. C'est un choix. Les hommes n'ont pas voulu parler ou les hommes souffrent moins de grossophobie que vous les femmes? Je pense que c'est un doux mélange des deux. Je pense que les hommes sont moins habitués à parler et je pense que le féminisme va leur faire beaucoup bien là, avec ça. Il va leur permettre de parler de leurs émotions, de ce qu'elles ressentent. Et mais aussi le fait que les personnes qui sont nées femmes sont beaucoup plus impactées par la grossophobie puisque les corps des femmes sont particulièrement soumis à des injonctions à la féminité, à la beauté, à la minceur et que pour les hommes c'est un peu moins. Vous avez monté l'association Gras Politique. Qu'est-ce que vous faites comme type d'action et comment est-ce qu'on peut vous contacter si des gens vous écoutent et justement ont besoin d'aide, d'une écoute? La première action, c'est vraiment de rendre la voix aux personnes qui sont concernées, aux personnes grosses, de leur donner confiance en elles. On fait des ateliers, on a des groupes de parole, ce genre de choses. La deuxième action, c'est de faire de l'éducation populaire, donc de parler de ce qu'est la grossophobie dans des collèges, dans des lycées, dans des syndicats, dans des entreprises, un peu partout. La troisième action, c'est de faire du lobbying auprès des institutions pour avoir par exemple du matériel médical adapté à nos poids, etc. On a un site internet graspolitique.wordpress.com. On est aussi sur tous les bons réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Gras Politique. Donc n'hésitez pas. Daria Marx, c'est pas votre vrai nom. Pourquoi avoir choisi un pseudonyme alors que justement vous voulez de la visibilité? Pourquoi vous êtes abrité derrière un faux nom? Je sais pas, vous êtes sur Twitter? Oui, je suis sur Twitter avec mon vrai nom. Voilà, moi j'ai choisi de pas faire cette expérience en fait parce que j'ai été beaucoup harcelée et beaucoup moquée et j'ai vraiment eu des soucis avec des gens méchants sur les réseaux sociaux. Donc j'ai fait le choix d'avoir un pseudonyme. Et des gens méchants et j'imagine très très souvent anonymes. Absolument. Beaucoup de chemin reste à parcourir. Un grand merci d'avoir été avec nous. Merci. Daria Marx, ma vie en gros, vous c'est Daria Marx, documentaire réalisé par Marie-Christine Gambard. Ça passe ce soir à 22h40 dans le magazine Infrarouge sur France 2. Évidemment, si on peut pas le voir, il faut l'enregistrer ou le prendre en replay. Merci encore. Merci beaucoup.